Bonjour, je suis avec William Camus, fort impliqué dans la prise en charge des patients atteints de sclérose latérale amyotrophique. Vous avez abordé une thématique intéressante, thérapie génique dans la SLA. Alors, des avancées, des espoirs? Alors oui, il y a beaucoup de choses qui bougent ces dernières années, je dirais depuis à peu près 2018, en termes de résultats. La thérapie génique avance avec les oligonucléotides antisens qui sont injectés mensuellement par voie intrathécale. Alors, il y avait eu un premier résultat en 2018, publié en 2020, montrant que le concept marchait bien, puisque l'oligonucléotide, à la dose retenue qui est de 100 mg, permettait une baisse très significative du taux de neurofilament chaîne légère dans le sang et dans le liquide céphalorachidien. Donc, comme le neurofilament est un des principaux marqueurs d'évolutivité de la SLA actuellement, ça laissait augurer une possibilité d'effet thérapeutique. Et on a eu au mois d'octobre dernier les résultats de la phase 3 qui sont négatifs sur l'échelle de handicap, mais qui sont très positifs sur l'évolution des neurofilaments, qui sont à la limite de la positivité sur la capacité respiratoire et qui, je pense, sur un plus long terme que ce qu'a été fait l'étude après le double aveugle en long terme, ont des possibilités d'être pertinents au plan de la survie des patients. Donc c'est une déception étant donné le dessin de l'étude qui était quand même un peu difficile, mais avec des perspectives assez intéressantes sur le plan de la thérapeutique humaine. Si je dis sur le plan de la thérapeutique humaine, c'est parce que au plan expérimental, l'autre thérapie génique qui fait vraiment des merveilles au niveau de l'animal, c'est la thérapie génique où cet oligonucléotide, au lieu d'être administré par voie intrathécale, est introduit dans un adénovirus. Et l'adénovirus injecté par voie intraveineuse ou chez l'animal aussi en intrapéritonéal ou en intracérébroventriculaire, voire avec la nouvelle technique de sous-pial au niveau de la moelle cervicale, permet de faire disparaître la maladie chez l'animal. Alors le souci qui nous reste, c'est que cet adénovirus qui est très efficient avec le traitement des amyotrophies spinales et qui est curateur, apparemment provoque une réaction de type immunoallergique méningo-encéphalitique chez l'adulte, qui lui ne tolère pas comme le tolère le petit enfant. Donc c'est encore une des limites. Alors faut-il trouver un nouveau virus moins immunogène? Faut-il mettre une immunosuppression en même temps? Parce que si la perspective est d'arrêter purement et simplement la maladie, je pense que ça peut valoir la peine d'avoir 2 ou 3 mois de cyclosporine ou de Celcept pour pouvoir faire une administration d'un virus. Mais ce n'est pas les seules perspectives qu'on a, parce que là je vous parlais essentiellement de SOD1 qui ne représente que 20% des formes familiales, même si on pense que les anomalies de la protéine SOD1 peuvent jouer un rôle dans les formes sporadiques aussi, mais ce n'est pas encore communément admis. Il y a surtout les études aussi dans C9 ORF72, la mutation qui représente 50% quasiment des formes familiales de SLA. Donc une quantité de patients non négligeable, d'autant que maintenant les différentes études montrent qu'à peu près entre 5 et 10% des formes sporadiques ont en fait également une mutation, soit du gène C9, soit du gène SOD1, soit peut-être d'autres plus rares, mais les plus classiques sont ces deux-là. Donc peut-être une perspective aussi d'élargir l'indication. Et donc sur C9 ORF72, il y avait une étude de phase 1 dont les résultats viennent d'être présentés, qui sont négatifs. Donc ça va relancer un peu les choses sur d'autres thérapies géniques avec l'idée actuellement, c'est d'utiliser ce qui a valu le prix Nobel à Emmanuel Charpentier, qui est le CRISPR-Cas9, qui est ce système moléculaire de modification de l'ADN, avec une possibilité avec le système CRISPR-Cas9 de supprimer l'expansion pathologique. Alors encore faut-il être sûr qu'on ne supprime que ça et qu'on le supprime assez, etc. Mais au plan expérimental, avec la modulation du C9 chez la souris, ça marche vraiment très bien. Et est-ce qu'il y a des différences entre les différents phénotypes, je dirais, de SLA, des SLA à début bulbaire ou d'autres à début périphérique? Est-ce que les groupes étaient homogènes ou pas? Alors, les groupes, ils ont essayé de les homogénéiser pour l'étude avec le bloqueur de SOD, en séparant les très évolutifs des non évolutifs ou peu évolutifs, parce que
faut simplement savoir que les très évolutifs en pratique, ce sont des patients qui après le diagnostic ont en gros un pronostic à moins d'1 an. Oui. Et les SOD qui évoluent lentement sont des gens qui ont des pronostics à 20, 30, 40 ans quelquefois. Donc vraiment deux choses bien distinctes. Et assez clairement, l'étude semble la plus prometteuse sur les formes lentement évolutives. Très bien. Tout simplement, je pense, parce qu'on arrive d'emblée avec le traitement à un stade où il n'y a pas beaucoup de motoneurones qui ont déjà dégénéré. Avec un patient qui a un pronostic à 1 an, quand on arrive, on est probablement sur 80-90% de dégénérescence. Tout à fait. Et même si on bloque ou on protège, si on bloque la maladie ou si on protège 10% restants, on a moins de chances d'être pertinent au plan thérapeutique. Vous parliez tout à l'heure des neurofilaments et vous disiez que c'était un marqueur effectivement de l'évolution et que ça permettait aussi peut-être de prédire un peu l'évolution de la maladie. Tout à fait, oui. Vous le pratiquez couramment ? Oui, en routine depuis 2018-2019. On a fait plus de 1000 dosages actuellement. Et c'est vraiment extrêmement fiable. Le neurofilament, dès le moment du diagnostic, d'abord est fiable vis-à-vis du diagnostic, nous permet de faire la différence avec une neuropathie à bloc, par exemple, ou avec une myélopathie cervicale qui nous pose très souvent des problèmes. C'est très souvent. Et ça, c'est vraiment majeur. Dès le départ, le premier dosage que l'on fait est prédictif du pronostic. C'est-à-dire qu'en pratique, il n'y a pas de taux élevé de neurofilament et de patients qui évoluent plusieurs années. D'accord. C'est vraiment l'élévation du taux de neurofilament en dessus 70 picogrammes par millilitre. C'est vraiment de très mauvais pronostics à 2-3 ans. C'est un dosage qui n'est pas encore accessible il est en train petit à petit de se routiniser. Oui. Il y a une demande de nomenclaturation qui a été faite pour la thérapie génique maintenant, dont je parlais pour la thérapie génique, le bloqueur de SOD qui nous a été présenté en octobre. Donc le médicament, je ne l'ai pas dit, le tofersen, est disponible en accès compassionnel et les malades vont être suivis avec un dosage de taux de neurofilament. D'accord. Et je crois qu'a priori, ce dosage de neurofilament va être centralisé sur le service de biochimie à Montpellier qui a la plus grande expérience sur le CIMOA pour mesurer le neurofilament. Mais c'est en train de s'étendre. Lyon commence à le pratiquer, Paris le pratique. Je pense que ça va s'étendre dans tous les centres parce que ça ne concerne pas que le neurofilament, c'est tellement discriminant. C'est une technique qui permet de mesurer des femtomolaires. Oui. Donc ça nous permet vraiment d'avoir dans le sang des biomarqueurs fiables, aussi fiables que ce qu'on obtient dans le LCR, c'est-à-dire des choses qu'on peut répéter un peu à l'envi, alors qu'avec le LCR, c'est quand même un peu plus compliqué. Merci infiniment pour cette mise au point. Merci beaucoup. Merci à vous.